Le dernier bon souvenir que j'ai de mes parents, c'est cette journée passée au zoo quand j'étais petite. J'avais un cornet de glace à la main, et mes parents prenaient des photos de moi à côté d'une grande girafe. Puis ils sont partis. Je me souviens de leur avoir dit au revoir d'un signe de la main depuis la porte, alors qu'ils partaient en vacances en voiture. Je me souviens que je sautais partout dans la maison, faisant tout ce que je voulais. Je me souviens que je pleurais la nuit, me demandant « Et s'ils ne reviennent jamais ?» N'oubliez pas de prendre une seconde pour mettre un pouce bleu sur cette vidéo et activer les notifications pour être prévenu quand une nouvelle est sortie. Quand l'école a repris cette année-là, j'étais dans un horrible état. Mes vêtements étaient déchirés et usés et je n'avais pas passé une bonne nuit de sommeil depuis des jours. En classe, on s'asseyait loin de moi parce que je puais. Je n'étais qu'une petite fille avec très peu d'argent. Qu'étais-je censée faire? Quelques jours plus tard, je regardais la télé quand j'ai entendu qu'on sonnait à la porte. « Ils sont rentrés !» me suis-je dit en me précipitant vers la porte, mais quand j'ai ouvert, j'ai vu une dame étrange. Je savais qu'elle était assistante sociale. J'ai été placée dans un orphelinat où je devais partager une chambre avec 5 autres filles. Je répétais à tout le monde que mes parents allaient revenir. Je le savais. On me regardait simplement avec plein de pitié et me disait d'aller jouer. Une année est passée avant que je ne sois adoptée. J'ai été appelée dans un bureau et présentée à une dame chic portant un manteau de fourrure. Je lui ai serré la main, mais elle s'attendait en fait à ce que je l'embrasse. Elle m'a emmenée chez elle, elle vivait dans un manoir. J'ai rencontré son mari et ses 2 fils. Les garçons, ou plutôt mes frères, étaient toujours très gentils avec moi, mais mon père adoptif me regardait à peine. Ma mère adoptive m'a emmenée dans ma chambre, qui était rose vif. C'était l'archétype même d'une chambre de fille stéréotypée, à tel point que c'était offensant. Je lui ai dit que je n'aimais même pas le rose, mais elle a répondu que je m'y habituerais, et m'a laissée là. Elle s'appelait Sérafina, chic non. Sérafina essayait d'être une mère normale pour moi. Elle me traitait exactement comme ses fils, avec une légère différence. Elle me forçait à porter des robes et des jupes tout le temps. Je l'ai même surprise en train de donner mes pantalons, alors je n'avais pas le choix. Elle me faisait boire du thé, bien que je détestais ça, et me faisait toujours manger des salades, bien que je détestais ça aussi. Je faisais le mur de temps en temps pour aller manger ce que j'aimais, ou grimper aux arbres dans le parc. Mais quand elle me surprenait, elle me traînait à un brunch guindé avec ses amis du club de tennis. Je lui ai dit à quel point ça me dérangeait qu'elle essayait de me changer, et même si elle s'excusait et me faisait un câlin, elle continuait avec les cours de ballet et ainsi de suite. Un jour, je cueillais des fleurs dans le jardin parce que Sérafina voulait que je fasse un bouquet quand je me suis piqué le doigt en cueillant une rose. Je ne supportais pas la vue du sang, mais je n'ai pas eu à voir ça bien longtemps parce qu'un garçon a couru à ma rescousse. Il a sorti un pansement de sa poche et l'a mis sur mon doigt. Il avait l'air d'avoir mon âge. J'étais gênée de paraître si faible à cause d'une petite piqûre, mais il a dit « Ne t'inquiète pas, ça m'arrive tout le temps » et il m'a montré ses mains recouvertes de petites égratignures et de pansements. Nous nous sommes assis sur l'herbe, sous un arbre, pendant des heures, parlant de n'importe quoi comme des enfants. Il s'appelait Jacques, et il était le fils du jardinier, ce qui expliquait ses mains abîmées. Il aidait son père après l'école. Il était en train de m'expliquer pourquoi les roses étaient ses fleurs préférées quand j'ai entendu Sérafina m'appeler depuis le manoir. Alors j'ai dû dire au revoir et aller la rejoindre. Elle a vu le pansement sur mon doigt et m'a posé des questions. Je lui ai parlé de Jacques en rougissant, mais elle n'a pas réagi de la même façon que quand mes frères lui parlaient des filles qu'ils appréciaient. Elle a secoué la tête et a changé de sujet. Jacques et moi sommes devenus très proches après ça. J'avais l'impression que je pouvais vraiment être moi-même et faire l'idiote comme une enfant avec lui. Quand Sérafina était occupée, je filais en douce jusqu'au cabanon, à l'extrémité de la propriété pour passer du temps avec Jacques. Il m'apportait des choses à grignoter. Nous faisions des jeux et il m'a même donné un pantalon qui était devenu trop petit pour lui. Je devais passer toute la journée à sauter et à courir quand je mettais ce pantalon. Un soir, Jacques et son père étaient restés tard au manoir et je suis sortie de ma chambre et j'ai grimpé sur le toit du cabanon avec Jacques. Il a pris ma main et m'a montré quelques constellations. Les étoiles n'avaient jamais été aussi brillantes. Elles ne seraient plus jamais aussi brillantes, du moins pas avant longtemps. Mais je ne le savais pas quand je suis retournée me coucher, rêvant de Jacques. 8 ans plus tard, j'étais une jeune femme de 17 ans. Il n'y avait pas eu beaucoup de changements. Je devais toujours porter des robes tout le temps. Mais Sérafina ne pouvait pas m'empêcher de marcher pieds nus dans la maison, peu importe le nombre de fois où elle me courait après. Mon 18e anniversaire approchait, tout comme la remise des diplômes au lycée. Je passais souvent devant mes parents faisant semblant de faire tomber accidentellement des brochures d'université et des tracts partout, mais ils ne voulaient pas changer d'avis. Ils ne me laisseraient pas m'inscrire à l'université. « Comment je vais obtenir le travail que je veux sans diplôme ?» leur demandai-je. Mais mon père disait simplement derrière son journal « Tu n'auras pas besoin de tout ça. » Il y avait toujours du monde au manoir maintenant. Tout le monde s'affairait aux préparatifs de mon 18e anniversaire. Je ne comprenais pas pourquoi.
On en faisait des tonnes. Je ne voulais même pas de fête, mais Sérafina insistait sur la nécessité d'en faire une. Le jardin était mon refuge. C'était là que j'allais, quand j'étais frustrée ou énervée, ce qui arrivait très souvent. Il y avait au moins une douzaine de jardiniers qui le rafraîchissaient pour ma fête, mais j'en ai vu un empiéter sur mon territoire. Ces roses étaient à moi. Je les taillais et m'en occupais moi-même, ne laissant jamais personne y toucher. Mais l'un des jardiniers était en train de les couper. Je me suis dirigée vers lui d'un pas assuré pour lui dire que cette zone était interdite d'accès. Mais quand il s'est retourné, j'ai laissé tomber la pomme que je mangeais. Je n'avais pas vu ses yeux depuis 8 ans. C'était Jacques. J'ai crié de joie et l'ai serré fort dans mes bras. Et lui aussi, presque par instinct. Nous avons couru vers le cabanon et nous sommes assis en tailleur l'un en face de l'autre, comme nous le faisions quand nous étions enfants. Nous ne pouvions pas nous empêcher de sourire et ne savions pas quoi dire. Ce n'était plus un petit garçon. C'était un adulte, et j'étais une adulte. Quand nous nous sommes enfin mis à parler, nous ne nous arrêtions plus. Nous avons fini par nous allonger sur le dos, parlant toujours en regardant le plafond. Alors qu'il faisait nuit, je suis rentrée à la maison. Mais la lumière dans le cabanon était toujours allumée, alors je savais qu'il devait être là. Je me surprenais à toujours y jeter un œil la journée et parfois la nuit. J'avais retrouvé mon ami. Le soir de mon 18e anniversaire est arrivé. Le manoir était bondé de gens tirés à 4 épingles et on jouait de la musique classique à chaque instant. Mes parents m'avaient acheté une grande robe bouffante et des chaussures à talons avec lesquelles j'avais l'impression de marcher sur des clous. Je pouvais à peine marcher, mais Sérafina m'avait appris à marcher gracieusement, même en ayant mal. J'ai dû faire le truc où je descends les escaliers gracieusement et tout le monde me regarde avec admiration. Mais pour moi, c'était tout sauf gracieux. J'ai failli tomber face contre terre. Dès que j'étais en bas des escaliers, mes parents m'ont présenté un garçon qui avait environ mon âge. Il était absolument magnifique. Il s'appelait Alistair. Il a embrassé ma main, puis m'a menée sur la piste de danse. J'étais dans un état de transe. Il avait de la grâce dans ses mouvements et il était si beau. Mais ensuite, il s'est mis à parler. Quand je vous dis que je n'avais jamais parlé à une personne plus ennuyeuse et égocentrique, je le pense vraiment. Ce type était vraiment horrible. Je faisais constamment des grimaces à mes frères pour qu'ils viennent m'aider. Mais ils se contentaient de rire jusqu'à ce que Sérafina leur fasse une claque sur le bras. Quand je me suis enfin libérée de ses griffes, Sérafina m'a prise à part. Elle m'a ensuite dit des mots qui m'ont presque fait évanouir. Elle a dit « Tu dois l'épouser ». Je le jure, j'ai failli m'évanouir. Elle m'a emmenée dans le bureau de mon père et m'a demandé de m'asseoir pour m'expliquer que si j'épousais Alistair, nos 2 familles seraient pour toujours liées, surtout dans les affaires, ce qui était le plus important. J'avais envie de taper du pied et de crier parce que je voyais qu'elle était sérieuse. Quand j'ai eu fini de pleurer, elle m'a regardée avec beaucoup de pitié et a essuyé les larmes de mon visage. Elle m'a ramenée vers la piste de danse et j'ai dû à nouveau danser avec Alistair. Il semblerait logique qu'il pose à sa future femme des questions sur elle. Mais non, il n'a fait que parler de lui. À un moment, la musique s'est arrêtée. Mon instinct me disait ce qui allait se passer. Alistair a mis un genou à terre et m'a demandé en mariage. Je n'ai même pas dit oui. J'ai juste hoché la tête avec un air hébété. Tout le monde autour de nous a applaudi, mais comme Alistair se faisait remarquer, j'ai dit à mes frères de dire que je ne me sentais pas bien. Et j'ai couru dans ma chambre pour pleurer et être seule. J'ai regardé par la fenêtre vers le cabanon. Mais la lumière éteinte indiquait que lui n'était pas là. Et même les étoiles semblaient pleurer avec moi. C'était le soir avant mon mariage. J'avais passé la journée dans un spa à me faire bichonner, mais aucun bain, ni aucun produit de beauté ne pouvait me faire reprendre des couleurs. Je savais qu'Alistair était parti à son enterrement de vie de garçon, mais je voulais juste être seule, jusqu'à ce que je voie de la lumière dans le cabanon, à l'extrémité de la propriété. Je suis sortie de la maison par la cuisine et j'ai couru aussi vite que j'ai pu vers le cabanon. Quand Jacques a ouvert, je me suis jetée dans ses bras et me suis mise à pleurer. « Tout va bien se passer », a-t-il dit en me caressant le dos, mais j'ai remarqué que sa voix tremblait. Le lendemain, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. Je portais une robe bouffante tellement grande que j'avais du mal à passer les portes. On m'a donné mon bouquet et mon père adoptif m'a conduite à l'hôtel sur la typique parade nuptiale. Les gens me regardaient avec adoration. Bien sûr, Alistair était trop occupé à regarder son reflet dans les lunettes du prêtre. Alors que je me dirigeais vers l'autel, j'ai commencé à imaginer ce à quoi ressemblerait ma vie à partir de maintenant, et je détestais tout ce que je voyais dans mon futur. Soudain, j'ai réalisé que j'avais 18 ans. J'étais une femme adulte, j'étais capable de prendre des décisions par moi-même. Je n'avais pas à épouser cet abruti si je ne le voulais pas. Et je ne le voulais pas. J'ai donné mon bouquet à l'invité le plus proche et j'ai dit « Le mariage est annulé !» Après ça, j'ai ri et me suis enfuie.
Je savais exactement où j'allais. J'ai trouvé Jacques qui se frottait les yeux dans le cabanon. J'ai couru vers lui et l'ai serré fort dans mes bras. Je lui ai fait un grand sourire et ai dit « Je ne l'ai pas épousé !» C'était comme si Jacques revenait à la vie parce qu'il m'a prise dans ses bras, m'a fait tourner et m'a embrassée. Nous avons pris nos affaires aussi vite que possible. Mais un Alistair enragé m'avait suivi. « Tu crois que tu peux me laisser tomber ? Tu m'appartiens !» a-t-il crié. « Tu m'appartiens depuis ce jour, Ozo !» Et c'est là que je me suis souvenue. Il y avait un garçon ce jour-là, Ozo, qui n'arrêtait pas de me suivre. Ses parents avaient parlé un moment avec mes parents biologiques, ceux qui m'avaient abandonnée. Et puis son père avait donné un chèque à mon père. Quelque temps après, mes parents étaient partis. « Tu as payé mes parents pour qu'ils m'abandonnent ?» lui ai-je crié en retour. Je lui ai mis un coup de poing dans la mâchoire et il est tombé en arrière. Jacques et moi avons couru aussi vite que possible et avons pris un taxi pour aller à la gare. Nous avons couru dans la gare, riant de la situation, moi dans une robe de mariée et lui dans ses vêtements de jardinier usés, courant dans la foule et portant des sacs qui tombaient en lambeaux. J'ai entendu quelqu'un crier mon nom et j'ai vu ma famille et tous les invités du mariage courir vers nous. Mais Jacques et moi étions plus rapides. Nous sommes montés à bord du train juste à temps, alors que tous les invités nous menaçaient du poing. Quelques mois plus tard, Jacques et moi vivions dans une petite maison près de la mer. C'était magnifique et je me sentais comme chez moi. Bientôt, j'allais à nouveau marcher vers l'hôtel, mais cette fois, en voyant le futur dont j'avais rêvé cette nuit-là sur le toit du cabanon.